Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous des lecteurs avec, alors, 3 écrivains normalement, elle devrait arriver, Melissa d'Acosta bientôt, avec 2 écrivains qui nous font, en tout cas pour l'instant, le plaisir d'être avec nous. Je vais les présenter brièvement avant qu'on puisse passer aux questions, parce qu'on n'a que 30 minutes et il y a 3 auteurs, donc il faudrait qu'on ait le temps quand même de parler de leurs livres. Laetitia Colombani, on ne vous présente plus, depuis La Tresse en 2017, qui a été un immense succès, traduit un peu partout. Vous êtes une des romancières les plus lues dans le monde, rien que ça. Vous revenez aujourd'hui avec un roman, Le Cerf-Volant, où vous faites un petit retour vers l'Inde, notamment, qu'on avait pu croiser dans La Tresse. Et il y a un écho à ce premier roman aussi, on le découvrira pourquoi. Baptiste Beaulieu, alors vous avez une double casquette plutôt étonnante, puisque vous êtes à la fois médecin et romancier. On aura l'occasion de voir que c'est d'ailleurs pas 2 activités qui sont si éloignées qu'on le pense. Vous êtes repéré voilà, qui s'est transformé en livre et même en pièce de théâtre. Et là, vous avez publié en avril chez Fayard. Bonjour, pas de souci. Vous avez publié en avril Celle qui l'attendait chez Fayard, dont on va longuement parler aussi. Melissa d'Acosta, bonjour. Bonjour. Pas de punition quand on est en retard ici, c'est pas grave. Vous avez conquis le public avec votre premier roman Tout le bleu du ciel, et vous venez nous voir aujourd'hui avec le formidable texte Je revenais des autres, l'histoire d'une renaissance. On aura le droit d'en reparler. J'aimerais qu'on commence par vous, Laetitia Colombani. Peut-être que vous pouvez commencer tout simplement par nous présenter ce protagoniste, Léna, qui est au cœur de votre nouveau roman. Oui, Léna, c'est une enseignante française qui, suite à une tragédie, décide de tout quitter, de quitter sa vie en France, son poste d'enseignante, ses amis, sa famille, pour aller s'exiler au bout du monde, en Inde. Et elle se retrouve sur une plage en bord d'océan Indien. Elle part nager tous les matins, c'est la seule chose qui lui fait du bien, qui lui permet d'échapper aux cauchemars et aux démons qui la poursuivent. Et puis un matin, elle manque de se noyer et elle est secourue par une petite fille qui joue au cerf-volant sur la plage. Et il se trouve que la rencontre avec cette petite fille va être pour l'une et pour l'autre décisive. Elna va décider d'apprendre à lire et à écrire à cet enfant qui est une petite intouchable, qui n'a jamais été à l'école, qui est silencieuse, qui ne parle pas. Et de fil en aiguille, cette enseignante va décider de créer une école pour cet enfant et tous les enfants du village qui ne sont pas scolarisés. Et c'est le début d'une aventure qui mêle cette femme à ses intouchables. Et voilà, ce sont ces rencontres qui vont lui donner l'énergie aussi de se reconstruire et puis de surmonter le drame personnel qu'elle a vécu. Encore des personnages de femmes au sort de votre roman. Est-ce que vous vous expliquez pourquoi justement vos romans s'articulent toujours autour de personnages de femmes comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur? Oui, je crois que étant moi-même une femme, j'ai plus de facilité à construire des personnages féminins, à entrer dans leur intimité, dans leur psyché. Et puis, étant femme et mère d'une petite fille, je suis aussi très sensibilisée à la condition des femmes. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup et à chaque fois je suis surprise de ce que vivent les femmes dans des pays, dans des cultures extrêmement différentes de la nôtre. Et les personnages de femmes sont ceux qui m'inspirent. En fait, les femmes qui m'entourent, les femmes que je rencontre, ce sont elles qui me donnent l'inspiration et l'envie voilà, de les placer comme protagonistes principales des récits. Et d'ailleurs, ce sont souvent aussi des femmes cabossées, ou en tout cas qui ont une chose à combattre, des fantômes, des choses dont il faut se relever. Est-ce que c'est ça aussi pour vous qui fait le sel d'un bon personnage de roman? C'est vrai que partir d'un personnage qui a tout à construire, partir d'un personnage abîmé, c'est bien sûr très intéressant pour un écrivain parce que la résilience peut prendre de multiples chemins. Et puis je crois aussi que c'est dans l'adversité qu'on se découvre, qu'on se révèle. Et donc c'est vrai que dans mes romans, mes personnages sont souvent placés face à des défis, face à des drames. Et en tout cas, ce sont des femmes qui ont quelque chose à conquérir ou à reconquérir. C'est d'ailleurs un peu le point de départ de vos 3 romans. C'est des personnages cabossés qui essayent au fur et à mesure de l'histoire de se reconstruire. On verra d'ailleurs comment à travers
différentes manières. Peut-être Baptiste Beaulieu, vous aussi, présentez-nous les deux hurluberlus qui font un peu le cœur de votre roman. Bonjour à toutes et tous. À la base, vous savez, on a toujours des idées qui viennent comme ça sur un nouveau roman. Et moi, c'était une nuit, je me réveille à 2h du matin et je venais de rêver, pour moi, la plus belle histoire d'amour que j'avais jamais pu lire ou imaginer. J'étais super content et donc 2h du matin, je note comme ça sur mon iPhone l'idée pour pas qu'elle s'en aille, parce que c'est terrible ça quand on a une idée qu'elle s'en va. Et le matin, je me réveille, j'ouvre mon téléphone avec l'assurance d'avoir noté, et parce que l'idée était partie. Et je vois que j'avais noté à 2h du matin, à Paris, un homme rencontre une femme. Et donc là, c'était grosse déception, parce que je me disais, mais ça avait l'air tellement mieux dans mon rêve. Et puis, c'était pas très original. Et puis, dans la journée, heureusement, grâce à cette phrase, l'idée que j'avais eue dans la nuit est revenue. Et donc, tout commence sur un quai de gare à Montparnasse, entre une femme et un homme, et je voulais me créer une sorte de... me tordre le bras un petit peu en tant que romancier en disant je vais partir d'un postulat qui est archi connu, c'est-à-dire un homme rencontre une femme et ils ont l'impression de se connaître depuis toujours. Ça, on l'a déjà lu 1000 fois, et je voulais raconter cette histoire-là, mais justement avec cette contrainte-là de la raconter de telle manière que personne n'aurait jamais lu une telle histoire avec un postulat pourtant archi rebattu, quoi. Et pour revenir au traumatisme qui chacun les anime, qu'est-ce qui est en jeu en chacun d'eux? Parce que ce sont deux êtres qui sont abîmés, ou en tout cas qui ont un passé dont il faut assumer certaines choses. C'est vrai qu'en tant que médecin, je travaille avec deux foyers qui viennent en aide à des femmes victimes de violences conjugales. Et donc c'est vrai qu'en tant que médecin, je ne me vois pas raconter d'autres histoire que celle de mes patients, de mes patientes, et la manière dont ils ont d'arriver à m'inspirer quotidiennement. Tu parlais de résilience tout à l'heure, et oui, et c'est incroyable comment on a tous des fêlures en nous, et nos personnages ont des fêlures. On ment un petit peu sur ce principe-là de l'intimité. On dit « Ah, je ne vais pas te parler de ça parce que c'est trop intime ». Mais quand on prend une rame de métro, il n'y a pas une seule personne dans la rame de métro qui n'a pas sa propre fêlure et qui se dit « Ah, mais c'est intime ». Et en fait, on partage tous. Alors, qui ce sera un problème d'anorexie, qui ce sera un problème de violence conjugale. Et on se cache tout ça les uns les autres, alors qu'il n'y a rien de plus extime que l'intime finalement. Et je me dis, c'est ça que je veux raconter aussi, que la lectrice ou le lecteur, en lisant le livre, se dise, mais il a raison en fait, on devrait se parler plus parce qu'on partage tous ça. On partage tous ça. Vous, Mélissa d'Acosta, c'est pas une violence physique, c'est pas une violence... c'est pas de la violence pure dont il faut se libérer, c'est plutôt une forme d'emprise, une situation dont votre personnage essaye d'échapper. Racontez-nous un peu. Oui, donc ce roman, c'est le roman des autres, hein. Donc il n'y a pas un seul personnage, mais on part quand même d'un personnage principal qui est une jeune fille de 20 ans, qui a grandi dans une famille où régnait le silence, donc on ne parlait pas. On ne communiquait pas, les parents avaient un caractère très taiseux, et en fait cette jeune fille n'a eu de cesse de rechercher l'amour dans le regard des autres, de se construire dans le regard des autres, ce qui a fait que le jour où elle a rencontré Philippe, qui était un homme marié, un homme qui avait le double de son âge, qui avait des enfants, elle a trouvé quelque chose dans le reflet qu'il lui renvoyait, et elle s'y est agrippée. Et alors c'était une relation totalement déséquilibrée, il n'avait rien à lui offrir à part quelques heures de son temps quand elle se raccrochait corps et âme à lui. Et effectivement c'est une relation d'emprise qui est née et qui démarre le roman en fait par un geste malheureux. Ambre tente de mettre fin à ses jours quand elle réalise la situation dans laquelle elle se trouve. Et là, le point commun avec le roman de Laetitia, c'est aussi cet exil, ce départ pour un ailleurs où on peut faire peau neuve, on peut effacer le tableau et recommencer à zéro. Quel est-il d'ailleurs cet ailleurs, cet endroit un peu endroit. Quand Ambre a ce geste malheureux pour mettre fin à ses jours, Philippe, qui la sauve à temps, lui propose d'intégrer un hôtel-restaurant qui est situé dans les Hautes-Alpes, dans le massif du Queyras. Il y a toute une équipe qui travaille, des saisonniers, donc les cuisiniers, les serveurs, les plongeurs. Et donc il lui propose de lui trouver une place dans ce petit village très paisible. Et Ambre, qui était isolée dans une solitude totale, se retrouve là, à l'inverse, à vivre dans une communauté bruyante qui se dispute.
une communauté où on ne peut pas garder un secret, il n'y a plus d'intimité, et c'est ce qui va justement la sauver, la ramener à la vie et au fourmillement de la vie. D'où d'où l'utilisation de ce titre que je trouve assez beau. Oui, en fait, au moment où j'écrivais ce roman, dans sa version première, j'intégrais des poèmes ou des citations entre chaque page, et je suis tombée sur ce poème d'André Chédid, et je me suis dit, mais enfin, c'est mon roman qu'elle raconte d'une autre façon, avec d'autres mots, et c'est magnifiquement dit, et c'est exactement l'âme de ce roman. Parfois, on est son propre ennemi, parfois, on est ses propres démons, et c'est grâce aux autres qu'on peut revenir à soi de la meilleure des façons. Vous aussi, Laetitia Colombani, donc c'est un exil dans un pays que vous connaissez bien, que vous avez déjà écrit. Quel rapport, quel lien vous entretenez avec l'Inde, avec ce pays que vous aimez raconter dans vos romans ? Oui, l'Inde est un pays où j'ai beaucoup voyagé. Et c'est un pays qui est à la fois fascinant et en même temps terrifiant. C'est un pays où on côtoie, où l'effroyable et le sublime se côtoient. On passe de l'un à l'autre, parfois sans transition. Et c'est un pays où ce que l'on voit, on ne le voit nulle part ailleurs. En tout cas, moi, de mon premier voyage en Inde en 2007 jusqu'à aujourd'hui, je suis à chaque fois extrêmement surprise et assez bouleversée par le temps que je passe là-bas. Aujourd'hui, j'ai des amis qui vivent en Inde. J'ai pu créer des liens d'amitié avec des personnes, notamment dans des villages, notamment des personnes de la communauté intouchable. Et j'avais vraiment à cœur de raconter de la façon la plus juste possible le destin de ces enfants intouchables qui, dans les villages, n'ont pas d'accès à l'éducation, n'ont pas d'accès à l'école. Je crois que de tous mes voyages en Inde, ce qui me touche le plus, ce sont vraiment les enfants. Et je voulais raconter à travers ce récit que l'éducation est une chance. On a tendance à l'oublier puisque pour nous, l'école est obligatoire et voilà, les enfants sont scolarisés. Il y a des pays où ils n'ont pas cette chance. Et vraiment, c'était ma façon à moi d'évoquer la chance de l'éducation. Tout en décrivant un pays qui n'est pas l'Inde qu'on voit sur les films pour les touristes, qui est un système de caste, qui est tout ce qu'on connaît et qui est d'autant plus dur pour les femmes en plus. Oui, l'Inde est un pays très violent pour les femmes. C'est un pays, l'Inde, où on ne considère pas que les êtres humains sont égaux, libres et égaux en droit. C'est la base de notre société, à nous, liberté, égalité, fraternité. C'est un concept qui n'est pas du tout indien. Les êtres humains sont classés, catalogués, ils sont rangés dans 4 grandes castes. Les intouchables sont en dessous de toutes les autres castes, et les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, et donc comme dans La Tresse, comme dans ce roman, j'avais à cœur de peindre des portraits de femmes qui sont femmes et intouchables, donc on peut dire qu'il s'agit en Inde d'une double malédiction. Et aussi un personnage de femme assez battante, assez guerrière, qui fait irruption comme ça dans le récit. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu ? Oui, outre Léna, l'enseignante française, et la petite fille qu'elle rencontre sur la plage, le troisième personnage du roman s'appelle Priti. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est indienne, qui est intouchable et qui est la chef de la Red Brigade locale. La Red Brigade, alors les Red Brigades en Inde ont été créées il y a 10 ans dans le nord du pays. Ce sont des petites brigades exclusivement féminines. Les femmes de ces brigades se forment au self-défense, apprennent à se défendre. En général, ce sont des femmes qui sont rescapées d'agression. Et elles forment les petites filles dans les écoles, elles forment les femmes qu'elles rencontrent au premier geste de défense, parce qu'en Inde, énormément de femmes sont agressées. Les agresseurs ne sont jamais punis, la justice et la police ne font pas leur travail, et finalement les femmes ont décidé de se prendre en main et d'assurer elles-mêmes leur propre sécurité. Donc cette Priti, elle a un caractère très entier et très flamboyant. Elle est très révoltée et elle se bat avec ses poings et ses pieds, et elle apprend aux autres femmes à se battre. Puis il y a quelque chose qui va plaire, en tout cas aux lecteurs qui vous suivent depuis longtemps, c'est cette espèce de résonance, cet écho qui est fait avec La Tresse. C'était important de tisser un lien comme ça entre vos deux œuvres. Oui, j'avais pas, quand j'ai écrit la Tresse, je n'avais pas prévu de poursuivre en Inde et de poursuivre un des fils du récit. Et puis finalement, cette histoire, elle s'est imposée à moi au fil des rencontres, au fil des voyages que j'ai faits.
Et je me suis dit finalement que j'avais envie de continuer à tisser une petite tresse issue de la première. Baptiste Beaulieu, on a parlé d'aller dans un ailleurs pour se reconstruire. Alors vous, c'est pas vraiment ça, mais il y a quand même un signe qui est assez drôle, c'est que c'est sur le quai d'une gare, c'est qu'il y a comme une idée de départ, quand même, de nouveau départ. Puis s'en suivra d'ailleurs une sorte de longue marche dans la nuit. On a l'impression que vous avez envie de jouer aussi avec les codes peut-être de la comédie romantique ou des choses qu'on a tous en tête quand on parcourt des séries, des films, etc. Vous avez envie de vous emparer de ça ? Oui, un moment, je m'adresse directement au lecteur en disant je sais que vous imaginez que vous avez déjà lu ça un millier de fois, mais faites-moi confiance, faites quelques pages avec moi et vous verrez que c'est pas le cas. Et le but, c'était vraiment de déconstruire un peu tous ces schémas gnangnan qu'on peut avoir dans les comédies romantiques et de surprendre à chaque page en se disant ah, mais ça, je l'ai pas lu dans ce cadre-là, quoi. Et un bon moyen pour y arriver, en tout cas, c'était l'écriture poétique. J'ai essayé au maximum, en tout cas, d'utiliser la poésie pour raconter cette histoire, parce qu'avec la poésie, on peut tout raconter, on peut tout dénoncer aussi, et de manière, je crois, parfois beaucoup plus subtile qu'en étant vraiment frontale. Oui, parce qu'il y a aussi un jeu beaucoup sur les formes littéraires que prend le récit. Parfois, on parle dans l'onirisme total, parfois on est dans une romance pure, parfois c'est très poétique comme un long poème. Vous avez voulu jouer un peu, brouiller les pistes dans quoi on est, un roman, un conte. À un moment, il y a une pièce de théâtre, il y a un petit passage qui est très théâtral comme ça. Et c'est ce qui a beaucoup plu aux lecteurs et aux lectrices, c'est que j'avais vraiment envie de les réunir autour de moi, au pied d'un arbre, et de leur dire, bon voilà, le soleil est en train de se coucher, et je vais vous raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, je pense que on peut être très linéaire comme ça, ou on peut changer de registre régulièrement comme ça, et ça surprend en permanence. Et je crois que ça donne aussi envie de tourner les pages en se disant bon, quelle est la suite de l'histoire, mais aussi quel est le nouveau registre que l'auteur va utiliser pour me raconter cette histoire. Et 18 €, ça coûte cher quand même un bouquin, donc il faut qu'ils en aient pour leur argent, les lecteurs et les lectrices, je crois. Voilà. Et c'est le cas, je vous rassure. Il y a aussi cette idée d'escapade, d'évasion de poésie, elle passe par Eugénie, qui a une faculté incroyable à s'emparer du quotidien et à complètement le twister de manière poétique, comme une forme de manière grâce aux idées, à la littérature, de supporter un peu mieux le réel, de supporter un peu ses tracas. Bien sûr. Je suis un grand lecteur de Fernando Pessoa, qui est le poète portugais. Et Fernando Pessoa, c'est le poète de l'acceptation, de comment il faut aimer le monde pour ce qu'il est, parce que c'est précisément parce qu'il est comme ça, avec ses défauts, avec ses qualités, qu'il ne nous ment pas. Et je crois que c'est important aussi, à travers la poésie d'Eugénie, parce qu'elle passe son temps à utiliser la poésie pour se mentir. Jusqu'à la fin où elle va enfin accepter la vérité, enfin accepter la réalité du monde et l'aimer quand même. Et je crois que c'est aussi... on écrit toujours... Enfin, les livres ne sont pas nos enfants, on est les enfants de nos livres. Et je crois que j'ai aussi envie d'apprendre quand j'écris à accepter, comme mes personnages peuvent accepter certaines choses. Mélissa d'Acosta, qu'est-ce que votre personnage va trouver dans cette espèce de petite communauté ? Quelles sont les forces qui sont à l'œuvre dans cette communauté ? En fait, elle va se trouver, grâce aux autres, grâce à ses différentes relations avec les autres. Elle va trouver de tout. Je sais que les lecteurs disent de ce roman qu'il est dur et doux à la fois. Elle va trouver des relations malsaines, elle va trouver des amitiés difficiles, explosives. Alors c'est l'hôtel où elle va se retrouver. Elle va se retrouver au milieu d'une communauté d'une dizaine de personnes, de tous les âges, de tous les horizons. Donc elle va autant aller se confronter, par exemple, au vieux Wilson, qui va lui apprendre une certaine forme de sagesse pendant des balades en forêt, qu'elle va aller se confronter avec Tim, avec qui ça va être plutôt explosif. Et en fait, elle va se chercher longtemps dans le regard des autres. Il va y avoir des disputes, des réconciliations. C'est la vie dans tous ses mauvais côtés et dans tous ses meilleurs côtés. Et finalement, c'est elle qu'elle va aller chercher à travers tous ces personnages. Elle va se révéler petit à petit.
Avec cette idée forte que si on doit se réparer, peut-être que ça passe avant tout par le contact aux autres, par se confronter à l'autre, et que c'est pas tout seul dans son coin en restant dans les schémas qu'on a l'habitude de côtoyer qu'on va réussir à s'en sortir. Oui, surtout qu'elle avait des comportements assez autodestructeurs. Dans un premier temps, elle était dans une réaction de rejet quand les gens cherchaient à l'aider parce qu'elle avait connu des relations où l'homme qui prétendait l'aider l'a fait plonger, où la meilleure amie qui prétendait l'aider l'a entraînée vers l'alcool, vers la drogue, vers des comportements destructeurs. Donc dans un premier temps, elle rejette tout le monde en bloc. Et puis petit à petit, elle fait la part des choses, elle accepte une main tendue. Elle recule pour mieux avancer par la suite. Voilà, c'est un chemin en dents de scie. Et puis, elle va aussi apprendre que, en fait, c'est l'histoire d'un nouveau départ. Elle peut faire table rase du passé et finalement, elle choisit de garder un fil ou deux qui continue de la relier à son passé, notamment ses parents avec qui elle avait une relation très, très, très conflictuelle. Et puis, petit à petit, par l'intermédiaire d'un autre, de Tim, elle va recommencer à parler à ses parents parce qu'ils ne savaient pas parler. Donc grâce aux mots, elle va réparer ces mots. Oui. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Vos trois romans ont le point commun aussi de, au fur et à mesure qu'on développe la lecture, de peut-être nous faire du bien ou en tout cas nous amener vers quelque chose d'apaisant, même s'il y a des moments aussi assez durs, sans tomber dans la caricature et la caractérisation qu'on vous affiche parfois de feel good, etc. Est-ce que vous pensez que la lecture d'un livre peut nous réparer intimement à travers des personnages de fiction, nous-mêmes transposer notre propre quête intime? Peut-être Mélissa d'Acosta. Alors, moi, je n'en savais rien. Je ne pensais pas, parce que j'écrivais depuis toujours dans mon coin, juste parce que j'aimais être propulsée dans un autre univers, devenir quelqu'un d'autre, vivre d'autres vies. Et quand mon premier roman a été édité, moi, je me disais, c'est une belle histoire que je raconte aux gens et c'est tout. Et en fait, c'est le contact avec les lecteurs qui m'a fait comprendre que pas du tout. On allait mais au plus profond des gens, de l'intime. Et j'ai reçu et je reçois encore des témoignages incroyables de gens qui m'ont dit, mais j'ai guéri grâce à votre personnage. J'ai grandi, j'ai réalisé tel rêve, j'ai renoué des liens avec telle personne. Et c'est incroyable. Moi, je pensais qu'on écrivait pour soi. Et en fait, je me rends compte qu'on peut guérir les autres en écrivant. Baptiste Beaulieu, en tant que médecin, est-ce que l'écrivain est aussi en quelque sorte un médecin des âmes un peu? Moi, ça me va très bien. Si je peux permettre aux gens de se sentir mieux à la fin de leur journée sans avoir à leur demander la carte vitale, ça me va très très bien. Le monde est assez terrible en ce moment. Si on peut apporter à notre niveau, à notre mesure, un peu de positif, un peu de joie aux gens, on y va, quoi. On y va, on le fait. Et je pense que l'optimisme, c'est aussi, par les temps qui courent, une forme de courage, de vrai courage. Ouais. Et c'est aussi dans vos œuvres, le retour des lecteurs est important, et c'est ça qui vous permet, à la lumière de ça... Oui, moi je fais mes deux boulots sont très solitaires. Hein. Médecin, on est seul avec les patients et les patientes. Et écrivain, on est seul. Alors je me plains pas, hein. Je suis à la terrasse des cafés et je bois des cafés toute la journée en écrivant. Il y a pire comme métier, quoi. Et les gens font la queue pour me dire on vous aime. Je me plains vraiment pas, mais c'est aussi extrêmement solitaire. Et je pense que c'est aussi pour ça que les romanciers et les romancières, on a besoin de moments comme aujourd'hui où on s'aperçoit que c'est pour vous qu'on fait ça en fait. On vous voit pas quand vous lisez, mais vous pleurez, vous riez. Ouais, c'est pour vous qu'on fait ça. Est-ce qu'il y a parfois une collusion entre vos deux métiers, c'est-à-dire le patient qui vous parle de votre carrière d'écrivain? Oui, mais ça je dis toujours que c'est pas moi, c'est mon cousin. Parce que c'est mon pseudonyme, je veux surtout pas, Dieu merci, que les patients viennent en disant j'ai lu vos livres, je veux que vous soyez mon médecin. Non, surtout pas. Mais j'essaye vraiment de séparer ces deux activités parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis j'adore écrire. Et c'est une activité géniale, c'est passionnant, mais je ne me vois pas annoncer à un lecteur qu'il a un cancer ou quelque chose comme ça. Ce sont mes patients et il y a mes lecteurs à côté, et ce sont deux choses vraiment différentes. Laetitia Colombani, votre personnage tente de se reconstruire en étant elle-même une sauveuse, en quelque sorte de prendre avec elle sur ses épaules plusieurs enfants, une enfant et d'autres.
Est-ce que c'est un moyen de se reconstruire aussi, de se tourner vers l'autre? Oui, moi j'aime assez l'idée que de l'enseignante française ou de la petite fille intouchable, on ne sait pas bien finalement qui est celle qui sauve l'autre. J'ai l'impression que ce sont deux personnages qui s'accrochent l'une à l'autre, qui s'empoignent. Toutes les deux ont vécu des drames et toutes les deux sont dans une grande solitude pour des raisons extrêmement différentes. Et je crois que Léna, je crois que ce qu'on fait pour les autres, on le fait avant tout pour soi, en réalité. Et je pense que Léna, au départ, se lance dans cette aventure par souci, elle, peut-être de se projeter dans autre chose, dans une nouvelle vie. C'est une sorte de marche en avant qui pourrait la guérir du passé. Et je pense que je suis toujours intéressée de savoir ce qu'il y a derrière le côté altruiste. En tout cas, pour mon personnage, c'est avant tout une envie de se guérir elle-même. Et puis, en fait, c'est vrai qu'elle va aider cette petite fille. Et en même temps, cette petite fille, lui, a sauvé la vie. Donc, c'est vraiment un échange. Et ensemble, elles vont s'arrimer l'une à l'autre. Je crois qu'elles vont devenir peut-être une famille. Et dans le cadre de votre travail d'écrivain, comment ça s'articule, ça, justement? Est-ce que vous écrivez beaucoup pour l'autre, pas mal pour vous? Comment vous essayez d'articuler ça? En fait, j'écris avant tout des histoires qui me touchent. Moi, je ne pourrais pas écrire sur n'importe quel sujet. Je ne pourrais pas écrire sur une histoire qui ne me bouleverse pas, qui ne me touche pas. Et je sais que chacun de mes livres, je l'ai écrit en fait pour une personne, pour une seule personne en particulier. Quand je sais pour quelle personne je vais écrire un livre, il me semble que j'ai une direction. Après, ce qui est fascinant, c'est de voir comment un livre écrit pour une personne peut parler à beaucoup, en fait. Comment ce qui est singulier et extrêmement singulier peut parler au plus grand nombre. Si la littérature peut réparer vos lecteurs, est-ce que, Baptiste Beaulieu, est-ce que elle vous répare? Est-ce que c'est un acte aussi qui agit sur vous? J'ai des livres qui m'ont vraiment aidé à supporter la vie. Je crois que c'est... je pense, j'en parlais tout à l'heure, mais j'en parle souvent, mais parce que j'ai jamais rien lu d'aussi fort. Même la Bible ou la Torah ou le Coran, c'est rien à côté du gardeur de troupeau de Fernando Pessoa, qui est l'histoire d'un poète qui sort de chez lui, qui marche dans la campagne et qui raconte ce qu'il voit. Et on finit en larmes parce que ça nous parle et qui nous dit qu'il faut aimer la vie et qu'il faut l'aimer pas parce qu'en tant que poète on voudrait coller des choses dedans, mais parce qu'elle est comme ça et que la vie ne ment pas, et c'est parce qu'elle ne ment pas qu'il y a la nuit, qu'il y a la mort. Et moi, ce livre-là et le livre de l'intranquillité, qui est un autre livre de Fernando Pessoa, sont des livres qui sont arrivés pile poil dans ma vie à des moments de grand abattement, enfin quand on a envie de se pendre en gros, quoi. Et ça m'a vraiment vraiment aidé, quoi. Ça m'a vraiment aidé et clairement j'ai jamais rencontré Fernando Pessoa, il est mort depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est un ami et en tout cas je lui dois beaucoup, ouais. Et vous, Mélissa D'Acosta, l'acte d'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui joue sur vous fortement, qui a une implication? Moi, c'est l'écriture qui s'est imposée à moi plus qu'autre chose. J'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans, j'apprenais juste à former des mots et à tenir un stylo, et je rentrais de l'école, et ce qui m'amusait le plus au monde, c'était pas d'aller jouer dehors, c'était d'inventer des phrases, parce que quand on invente des phrases, on invente un monde, un univers parallèle, on peut devenir n'importe qui, on peut changer de sexe, on peut changer de vie. On peut tout faire, en fait, c'est le pouvoir infini pour moi, on devient le grand créateur. Et donc, ça m'a jamais lâché, en fait, depuis que j'ai 7 ans, j'écris toujours parce que je ne peux pas vivre sans écrire. C'est plus l'écriture qui s'est imposée à moi. On va se quitter sur ces quelques mots, on a déjà débordé un peu, je voudrais vous remercier. Je voudrais citer vos livres aussi, parce qu'il faut quand même le faire. Le Cerf-Volant aux éditions Grasset, Laetitia Colombani. Celle qu'elle attendait, Baptiste Beaulieu aux éditions Fayard, et Mélissa D'Acosta, j'ai oublié, j'ai tellement de titres dans ma tête. Est-ce que vous pouvez me rappeler le titre? Je revenais des autres. Je revenais des autres, en plus j'adore le titre. Vous pouvez retrouver tous les auteurs sur leur stand. Vous êtes là toute l'après-midi. Oui. Elles se feront un plaisir de vous dédicacer des livres et de répondre à des éventuelles questions. Merci beaucoup et merci à vous. Bonne fête, bonne foire du livre.